Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Le Café des experts économiques est de retour ce 7 septembre. Là, je fais de la buée sur les lunettes. Grand plaisir de vous retrouver pour parler d'économie péniblement en ce début du mois de septembre. Après un mois d'août cataclysmique, on va essayer de décortiquer l'actualité avec notamment au menu le plan pour son volet économique du gouvernement Ayman Ben Abdelrahman. Ce sera le plat de résistance dans ce numéro. Donc, on évoquera quelques aspects de ce plan et on essaiera de finir pour expliquer si l'Algérie a eu raison et si elle va avoir raison, si elle persiste à ne pas vouloir continuer de vendre du gaz naturel au Maroc. C'est aussi une des incidences de ce mois d'août extrêmement tendu. Bonjour, Reda Amrani, marhaba bik. Ça va? Ça pourrait. Ça pourrait aller. Allez, Harbi, bonjour. Bonjour. Ça a été compliqué. Ouais, un été difficile. Un été difficile, ouais. Un été extrêmement difficile, y compris au niveau personnel, avec évidemment le Covid. Le Covid qui nous a endeuillés, qui a endeuillé nos proches, qui a endeuillé le pays, qui a en fait marqué... on s'est vu le 14 juillet. On s'était vu le 14 juillet. On est à 7 semaines plus tard. Et le 14 juillet, on a eu un échange. Et à la fin de l'émission, je n'étais pas très satisfait de cet échange sur est-ce qu'il fallait reconfiner. Moi, je fais partie de ceux qui considéraient déjà le 14 juillet que le gouvernement avait manqué de courage et qu'il aurait dû reconfiner à partir du 1er juillet. On s'entend bien sur ce que veut dire reconfiner. C'est réduire la durée où les gens peuvent circuler. C'est réduire, rendre les clusters style café, les lieux clos, restaurants, etc., mosquées et tous les lieux clos, les salles de sport, etc., les refermer. Et puis prendre toutes les mesures qui permettent les transports, évidemment, et permettent d'éviter la circulation des virus. Ça n'a pas été pris à ce moment-là, ça a été pris beaucoup plus tard. Mais à ce moment-là, il y avait un point de vue. Je pense que tout le monde n'était pas sur le point de vue de Reda Amrani. Il y avait avec nous un autre point de vue qui s'est exprimé. Mais Reda Amrani, ma question, c'est est-ce que tu assumes toujours ce que tu as dit le 14 juillet, qui pouvait paraître comme étant un point de vue un peu tranché, et avec le recul, peut-être même choquant. On va d'abord écouter ce que tu as dit, et puis on reviendra vers toi. Reda Amrani, le 14 juillet, sur confiner ou ne pas confiner. Il faut accepter ces risques. On est en situation de guerre. C'est comme si on vivait en pleine guerre. Il faut que l'économie continue. Il faut que l'Algérie continue de fonctionner. On ne peut pas arrêter l'économie parce que les gens n'ont plus de pouvoir d'achat. L'économie, les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. Ça voulait dire qu'il ne fallait pas confiner. Non, je considère qu'il ne fallait pas confiner et aussi et surtout ne pas fermer les frontières à notre diaspora. On parle de confiner ici. La diaspora. Non, je maintiens. On ne parle pas de la diaspora, on parle des mesures. Moi, je parle des mesures parce que ces mesures-là sont globales. Quand on dit confiner, on ferme les frontières. Pourquoi on ferme les frontières? C'est ce que je dis. Je dis, attention. On parle du confinement en Algérie, la circulation des gens, les lieux, les voitures. On parle de ça en priorité. Moi, je considère qu'au 14 juillet, le gouvernement était déjà très en retard. Ça ne s'est pas fait, ça a fini par se faire. C'était évident qu'ils allaient le faire, je n'ai pas compris très bien comment on pouvait dire que ça n'allait pas se faire. Ça s'est fait. Et d'ailleurs, je vous pose la question, la courbe a fini par s'inverser. Est-ce qu'elle s'est inversée parce qu'il y a eu une immunité grégaire ou est-ce qu'elle s'est inversée parce que quand même on a fait quelque chose? Mais je maintiens, moi, globalement. Moi, je ne reste pas, si tu veux, dans l'espace étroit, le confinement local. Moi, je parle politique, menée. Laisse-moi parler, s'il te plaît. On confine ou pas? Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Je parle de la politique menée pour le Covid. Cette politique, elle a consisté en quoi? Fermant les frontières à la diaspora. 2 millions d'Algériens n'ont pas pu venir voir leur famille. On a confiné l'activité économique dans le pays. Et donc, on a encore réduit les capacités d'acquérir du pouvoir d'achat pour les citoyens. Il y a des mendis. Et aujourd'hui, il y a des gens qui mendient sur les trottoirs.
sur les ruelles. Donc, si, je ne sais pas si tu as été intercepté. Moi, j'ai été intercepté plusieurs fois. Aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont pas de revenus. Alors, je me suis dit, je maintiens. Si on avait... Qu'est-ce qu'on allait écouter? Imaginons 2 millions d'Algériens qui viennent. Air Algérie règle ses problèmes. Je te pose la question autrement, chef. Non, Est-ce qu'au moment où le gouvernement a décidé de passer de 22h à 20h et de fermer tous les lieux publics où il y avait des risques de cluster, est-ce que tu trouvais la mesure mauvaise? Non, je ne trouve pas la mesure. Le 14 juillet, tu as dit il ne faut pas ajouter, il faut accepter. Combien ça a donné? La technique, elle n'a Qu'est-ce pas que ça a mis tout donné? l'extrait. Moi, je dis une Ça a chose. inversé la courbe. Non, la courbe, c'est connu. Moi, je ne suis pas spécialiste des épidémies. Je ne suis pas un épidémiologue. Partout dans le monde, quand la courbe connu. remonte, on referme. En Australie, en France, en Angleterre, partout où ça monte, on ferme. Chez nous, on ne ferme pas. Je dis une chose. Non, on n'a pas fermé partout. On n'a pas fermé partout. Il faut dire à ce moment-là, c'est pas assez. On n'a pas fermé partout. Toi, tu as dit qu'il ne faut rien faire. C'est pas assez. Tu dis c'est pas assez. Moi, j'ai dit, laissons les Algériens venir en Algérie, laissons l'activité économique et vivons avec. Combien ça va nous donner? 100, 200, 300 lits supplémentaires de réanimation. Ben, je préfère investir dans 100, 200 à 300 lits supplémentaires de réanimation. C'est un investissement à notre portée réalisable à très court terme, plutôt que de tout arrêter. C'est tout ce que je dis. C'est une évaluation. Tout arrêter. On parle d'un confinement. On sait ce que c'est le confinement. C'est pas Enfin, tout arrêter. Enfin, non, on ne parle pas le même langage. Moi, j'ai parlé globalement. La politique qui a été menée, globalement, je la considère inefficiente. Et on a perdu énormément. Et même sur le plan sociologique, on n'a pas évolué. Quand il y a une troisième vague. Le fait... Quand il y a une troisième vague qui arrive et que, en fait, les Algériens se sont remis à fonctionner normalement, ne respectaient plus la distanciation sociale, tout le monde se mélange avec tout le monde, etc. Et on voit monter la vague depuis la mi-juin, on la voit monter avec un variant extrêmement agressif, etc. Je repose ma question, est-ce que le 14 juillet, au Café des experts économiques, on n'a pas manqué d'interpeller un peu plus? Il y a eu ça a été dit, je me rappelle, sur la vaccination, sur le respect des distanciations, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas été un peu trop, on va dire, dilettant par rapport au risque? Non, je voudrais quand même réexprimer ce qu'on avait dit pour clarifier. On n'a jamais posé le débat en termes confinés, ne pas confinés, mais en termes d'efficacité du confinement. Je répète les termes qu'on avait utilisés à l'époque. On avait dit que le premier confinement avait été inefficace. Et tu avais dit. Ah oui. Je continue. Ce point, je ne suis pas d'accord avec toi. Je l'avais dit pour l'émission. Oui. On est en train de rappeler des désaccords. Il a été efficace. Pour moi, il a été efficace. La première vague n'a pas tué beaucoup de gens en Algérie. Il a été inefficace du point de vue du fait que les endroits où on pouvait être contaminé ont continué à fonctionner normalement. Les clusters ont continué à se constituer. Laisse-moi développer. Les gens sont dans des marchés, les gens sortent, les gens qui ont voulu faire des mariages ont fait des mariages, les gens qui voulaient sortir le soir. Par contre, c'était interdit. Mais on parle d'efficacité. Donc, est-ce que tu permets, est-ce que c'est réellement la mesure de confinement qui a fait descendre la vague, ou bien est-ce qu'on était déjà naturellement dans la deuxième partie de la courbe? Parce que le problème qu'on a, je parle de la troisième vague, Hadi, le 14 juillet qu'on a discuté, on était déjà en plein dedans. C'est pas trop tard. Non, ce n'est pas au terme de c'est trop tard. C'est-à-dire que le mouvement s'est déjà constitué. Les gens contaminés sont déjà contaminés. Les gens qui sont en train d'incuber sont déjà en train d'incuber. Donc, ce n'est pas en venant. Donc, ce n'est plus la bonne solution. Ce n'est pas de dire on ferme, c'est de dire il faut que les gens s'éloignent les uns des autres. Il faut que les gens se vaccinent. Dans les cafés, si on ne ferme pas les cafés, les gens ne vont pas s'éloigner. Écoute, si on ne ferme pas les plages, les gens ne vont pas s'éloigner. C'est ton marché pendant le mois de juillet et le mois d'août. Moi, j'ai fait mon marché comme tout le monde. Non, mais les gens étaient à la fois collés l'un à l'autre. Une chose est de dire le confinement n'est pas respecté. Oui, une autre chose est de dire non, ça ne sert à rien de faire le confinement n'est pas respecté dans tous les domaines, par tout le monde, etc. Une autre chose est de dire il faut sauver l'économie, ce n'est pas les Algériens qu'il faut sauver. Non, ça n'a jamais été comme ça. Non, on n'a jamais dit ça. On n'a pas parlé comme ça. On n'a jamais dit ça. On n'a pas dit les Algériens, il ne faut pas les sauver. On a dit qu'il ne faut pas prendre des mesures inefficaces. Une mesure qui ne sert à rien. Interdire les mariages, c'est inefficace. Les gens ont peur de faire des mariages. Mais c'est la prise de conscience, ce n'est pas l'interdiction. Les gens qui ont voulu faire des mariages, ils ont fait. Ils ont déplacé les lieux. Ils ont fermé les fêtes, ils ont fermé les salles des fêtes, ils ont loué des maisons. C'est tout.
Les gens sont Donc allés vous faire des dédouanez le gouvernement, c'est la faute de la société qui est indisciplinée. En fait, c'est ça. La Non. société, c'est que l'impact de ces mesures est faible. Donc que tu les prennes, mais il est faible. Hassan, tu es en train C'est de tout. refaire Est-ce que vous un match. imaginez- je Tu vous ne peux pose pas une refaire le question. match. Non, parce que je veux être précis. Allez-y. Est-ce que vous imaginez, au moment de la première vague, Blida qui a été complètement fermé, peut-être qu'on a été trop loin, les transports interwilaya qui ont été fermés, les Eid ma تحركناش, les Eid صغير ما تحركناش, etc. L'année passée. L'année passée, la première vague. Hein. Vous considérez que les mesures qui avaient été prises à cette époque-là, moi je suis le premier qui critique le gouvernement quand à ce moment-là, vous pensez qu'ils ne nous ont pas sauvés d'une hécatombe de morts à ce moment-là? Ça a certainement réduit, mais c'était encore une On fois. peut pas. Oui, je ne dis pas que ça- Ma question, le 14 juillet, c'était pourquoi on ne refait pas la même chose Parce que- alors qu'on a une troisième vague parce monstrueuse que- qui est en train d'arriver. Encore une fois, Et, Ihsan, et sur Ihsan. le plateau, je suis désolé, Ihsan, on a on est dit en train il faut de- vivre avec, Oui, même excuse-moi. si à l'hôpital il y a des gens qui meurent, il faut vivre Hassan, avec. on est en train de dévier le débat parce que nous sommes dans un café d'experts. D'accord? Faisons l'hypothèse de la quatrième vague. Qui pourrait Qui va arriver. arriver. Le 1 minute arrive. Qui pourrait arriver. J'espère que ça ne va pas avoir lieu. Demain, à la quatrième vague, tu crois que qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce que c'est un autre confinement ou bien est-ce que c'est la prise de conscience des gens? Est-ce que c'est un autre confinement ou le fait que le gouvernement prenne à l'avance les dispositions nécessaires de gestion d'hôpitaux et de gestion de l'oxygène? Qu'est-ce que ça a révélé la Razadiyya? Une absence totale de la gestion de l'oxygène dans les hôpitaux. Ce n'est pas un manque de production d'oxygène. Il y a de l'oxygène, il est dans l'air l'oxygène. Les gens ont des centrales à oxygène, ils pompent l'oxygène et le mettent dans des bouteilles. On peut en produire autant que tu veux. Ce n'est pas un problème de production, c'est un problème de gestion hospitalière. Donc le fait de dévier le débat, l'amener vers des histoires de confinement, alors que les choses essentielles ne sont pas gérées, c'est qui est... Là, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais je veux te dire, Alain, je veux mettre le doigt sur des problèmes qui sont du ressort de la politique du gouvernement, d'un côté, et c'est les choses lourdes, c'est gérer l'oxygène, gérer la prise en charge hospitalière, le fonctionnement des hôpitaux, c'est une catastrophe. D'autre part, la deuxième partie, incompressible, la responsabilité du citoyen. Maintenant, on commence à avoir une bonne réaction. Si tu te souviens, qu'est-ce qu'on avait dit le 14 juillet? Les gens commencent à se faire vacciner. On avait passé un mois de juin et on se souvient du débat qu'on avait eu. Ah ouais. Les cliniques étaient vides. Ce n'est que maintenant que les gens comprennent qu'il faut se faire vacciner. La le virus, c'est le citoyen qui va le vaincre. C'est la prise de conscience. Non, mais on parlait de la troisième vague et on parlait des mesures que le gouvernement Dorka, pouvait prendre. Tu interdis les plages. Revenons. Tu interdis les plages. Ça a empêché les gens d'aller à la plage? Ça a beaucoup diminué, Voilà. ça a beaucoup diminué la fréquentation des plages. Il faut être réaliste. Un peu Ça a beaucoup diminué, mais les gens ça a continuent beaucoup à aller diminué. à la plage. Les commerces, parce qu'à la limite, c'est pas tant la plage qui pose problème. C'est pas c'est tellement tout ce la qui est plage, mais c'est à environnant. titre, C'est symbolique. l'environnement, les commerces qui est à C'est côté, symbolique, etc. c'est symbolique. Tout ça, c'est oui. Les commerces, regarde, on met la plaque, il faut la bavette. Si ce n'est pas la conscience du commerçant, ce n'est pas l'instruction du gouvernement. Mais attendez, de quoi on parle? La conscience, c'est quelque chose qui se construit et c'est il ce faut qu'on- du temps pour que la conscience se construise. Par contre, C'est ça qui des est mesures essentiel. préventives d'un gouvernement, d'un exécutif, c'est rapide, c'est en attendant que la conscience arrive. Mais et ça, je suis désolé, pour moi, le duo Tebboune-Djarrad est responsable de la mort en dehors du dossier. Au dehors du dossier oxygène, sans doute, parce qu'on est passé, on était. Smahli, hein, on ne donne pas à Radio M, on ne donne pas les statistiques journalières qui sont mensongères, parce que tout est construit sur le mensonge, désormais, malheureusement, dans ce pays. On ne les donne plus. Depuis octobre 2020, on ne les donne plus. OK. On a fait notre rapprochement avec nos journalistes, notre équipe rédactionnelle. On était au plus fort de la crise, c'est-à-dire fin juillet, début août, on était environ à entre 200 et 300 morts par jour en Algérie. Au bas mot, parce qu'il y en a qu'on ne peut pas recenser. Les pages Facebook régionales, locales, les hôpitaux, les CHU, etc. etc. Et il y en a qui meurent chez eux et qu'on ne peut pas recenser. On peut monter facilement à 500 morts par jour, les yeux fermés. Attendez, Oui. vous considérez qu'il n'y a pas, c'est pas un sujet sur lequel on peut interpeller un gouvernement? Ihsan. Et il n'y a pas eu les mesures qu'il fallait. Attends, je ne parle même pas de l'oxygène. Je parle de confinement. Mais le Attends. gros, cette fois-ci, c'était l'oxygène. Hein. Le gros des décès, c'était à cause de l'oxygène qui était mal géré. Mais je rappelle un débat qu'on a eu ensemble il y a presque un an maintenant. Il y a presque un an. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos du premier confinement? On avait dit, soit tu confines d'une manière très stricte et tu indemnises les gens. Tu payes, chose que le gouvernement général a refusé Oui, de il faire. n'a pas fait.
soit tu ne confines pas parce que ça ne sert à rien. Voilà, moi, le fil conducteur de mon raisonnement, il a toujours été celui-là. Si on confine, on fait du confinement à la française, à la chinoise, à la japonaise, à la coréenne. Je ferme une ville, les gens ne sortent pas, 15 jours, le virus, il descend à 80-90% de cas. Mais il faut payer les gens, les commerçants qui perdent, les gens qui perdent leur activité. Tu prends ensemble, paye-les, indemnise-les. Moi, je marche, j'adhère. Mais tu fais du demi-confinement. Moi, tu me verbalises parce que je vais dans une plage connue. Et l'autre, tu ne le verbalises pas, il passe sa journée dans une plage parce que les gendarmes n'y passent pas. Je suis désolé, pour moi, ce n'est pas du confinement. C'est de la blague. Tu interdis un mariage ici et tu le laisses faire un mariage dans une maison privée, ce n'est pas du confinement, c'est de la blague. C'est pour ça, ce qu'on est en train de dire, c'est un problème d'efficacité des actions. Ce n'est pas le principe général du confinement. Donc, ce n'est pas de la remise en cause, je dirais, idéologique de la question à la Bolsonaro. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que les Algériens ils se débrouillent avec le virus. Ce n'est pas ça. C'est attention aux mesures inefficaces. Voilà. Très bien. On a soldé le compte de ce CEE du 14 juillet. Enfin, là, il faut dire aux gens que c'est toujours pas retombé, qu'on est toujours en danger, qu'on a appris là aussi que le fait d'être doublement vacciné, évidemment, ne protège pas d'une nouvelle contamination, même si les formes sévères sont moins retrouvées chez les sujets qui sont doublement vaccinés, totalement vaccinés. Et donc, c'est valable aussi pour ceux qui sont vaccinés. On avait dit sur ce plateau-là qu'on ne portait pas les masques parce qu'on était tous les 4 vaccinés, mais ça ne nous empêche pas d'avoir le Covid, et ça a été le cas pour 2 d'entre nous, pour des raisons très précises, parce qu'on a assisté des proches et qu'on a été très proche de cas contacts, et de cas malades d'ailleurs, pas seulement des cas contacts. Donc, par rapport à cette question qui est extrêmement sensible, qui est corrélée à l'économie, bien sûr, on l'a compris, c'est pour ça que nous en parlons dans le Café des experts économiques, nous allons devoir faire face encore à la présence de la pandémie au niveau mondial et en Algérie. Un mot quand même sur le niveau mondial, le prix du pétrole est remonté, notamment grâce au vaccin, il faut le dire. L'activité est repartie grâce au vaccin. On voit les stades de football pleins aujourd'hui, on voit toutes les activités de spectacle dans les pays avancés, là où les taux de vaccination sont supérieurs à 60%. Tout ça a redémarré. Est-ce que, dernière question sur le sujet, vous ne redoutez pas, avec la résurgence de nouveaux variants et aujourd'hui le fait qu'on a bien compris que les vaccins n'allaient pas totalement protéger de ces nouveaux variants, est-ce que vous ne redoutez pas une rechute de l'économie mondiale en 2022 ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'économie mondiale ne va pas se redresser comme il était prévu. C'est-à-dire que nous n'allons pas retrouver des taux de croissance qui avaient été escomptés par les différents organismes, FMI, Banque mondiale, OCDE. Mais l'économie mondiale redémarre. L'Inde, malgré tout ce qui se passe, est en train de redémarrer. La Chine a redémarré. Les États-Unis redémarrent. Donc l'Europe redémarre toujours avec quelques mois de retard par rapport à la Chine actuellement et l'Amérique. Donc je ne pense pas qu'il va y avoir un ralentissement. Bien au contraire, il y a un déficit en énergie électrique. Donc il y a des investissements très rapides parce qu'ils ont escompté sur les éoliennes. Et les éoliennes sont en train d'apparaître. Il y a un endroit où il y a eu pendant, je crois, 7 mois sans vent. Je vous assure, en plein océan, il n'y a pas eu de vent. Donc, vous voyez, et oui, ils ont fait des prévisions comme quoi. D'ailleurs, l'Allemagne, je crois, est en train d'arrêter la production des éoliennes, même s'ils ont fait des éoliennes qui font 25 mètres d'envergure et qui sont très puissantes. Ils ont progressé dans les coûts, dans les capacités, dans les performances des éoliennes, mais il faut qu'il y ait du vent pour qu'elles tournent. Et donc, il y a un problème D'ailleurs, la Chine se remet à construire des centrales à charbon parce qu'il n'y a pas de gaz et pourtant la Chine était en avance sur le solaire et l'éolienne. Donc, vous voyez, l'économie va redémarrer. Moi, je suis certain que... Mais le gradient ne va pas être aussi tendu vers le haut que prévu initialement, mais c'est une tendance lourde de reprise. Sur l'évolution de la conjoncture mondiale. En fait, je rejoins Reda sur ce qu'il dit, c'est-à-dire le fait que la Chine redémarre, l'Inde redémarre, que l'Afrique est moins affectée par le virus que, je dirais, que prévu, entre guillemets, bien que les chiffres, encore une fois, sont aléatoires un petit peu, parce que quand il n'y a pas de PCR, on n'en sait rien du tout en réalité. D'accord ? Donc, dans des pays où il n'y a pratiquement pas de tests ni de dépistage,
En fait, on n'en sait rien. Mais ce sont des facteurs, des drivers de croissance. Les États-Unis vont aller plus lentement pour deux raisons. D'abord, il y a une raison qui est au fait que ça redémarre chez eux, parce que le Pfizer s'avère inefficace face au Delta. Donc, alors qu'il était donné comme étant la panacée, finalement... D'où la troisième dose. Voilà, donc y aura-t-il troisième dose? C'est Big Pharma. Voilà, mais ça va remonter, l'épidémie réapparaît, cette semaine encore, on revient à la fermeture des écoles aux États-Unis, ça veut dire que ça va patiner. L'autre facteur, c'est que les États-Unis vont démarrer plus longtemps parce qu'il y a un problème d'ordonnancement du plan Biden. Il y a beaucoup d'argent, mais en fait, il y en a trop. Donc, ça amène des gens à la spéculation, etc. Ce n'est pas en train d'aller dans l'économie réelle. L'autre inconnu, c'est est-ce que Biden va céder sur le pétrole de schiste? Puisque jusqu'à maintenant, les installations de schiste, après les désinvestissements qui ont eu lieu, en fait, ne sont pas financées. Donc, les phénomènes de concentration sectorielle sont bloqués par l'absence de financement. Et s'il aura dit on ferme les vannes sur ça, on n'en sait rien. Il vient de lâcher Voilà. sur les plateformes du Golfe du Mexique. Donc, il risque... Il est revenu sur ça. Voilà, donc en fait, si Biden recule sur le pétrole de schiste et qu'il injecte de l'argent ou qu'il autorise, disons, des financements vers le pétrole de schiste, donc il y aura du pétrole de schiste qui va revenir sur le marché. Donc les prix vont redescendre. Donc ça, ce sont les inconnus. Mais d'une manière générale, l'économie est en train de redémarrer. Juste un mot sur la problématique des énergies renouvelables. Le grand problème qu'on est en train de rencontrer actuellement, qui fait que le conventionnel gaz, pétrole va encore survivre, je dirais, quelque temps, et il est lié au fait que nous dirigeons, toute voile dehors, vers une pénurie de composants pour les batteries. Donc en fait, il n'y aura pas assez de batteries. Dans les 10 ans qui viennent, sauf si on trouve des... Là c'est la question de la mobilité Voilà. et de la pile à silicium, la pile à stockage. lithium et du stockage d'énergie d'une manière plus générale. C'est sur la question de la mobilité. Hein. Donc il faut qu'on aille... la mobilité, non, même le domestique, il faut stocker, de toute façon. Même pour les maisons. Donc si on va vers des solutions tout solaires, ou même tout éolien, il faut quand même stocker. Donc les batteries n'arrivent pas à suivre le rythme actuellement. Et si les batteries n'arrivent pas à suivre le rythme, ça bloque. Et sauf si on change de technologie encore, on revient au sel, donc batterie NaCl, etc. Les sels fondus. Ou sel classique, hein, batterie à hydrogène. Donc on sort du lithium, on sort du cobalt et tout ça. Ça, c'est un débat, c'est les inconnus de l'année 2022. Alors, en fait. je le fais un peu sur le mode du 14 juillet. Parce que je prends la... Donc, selon les experts du décret économique, on n'attend pas de contre-choc pétrolier à cause de la pandémie sur les 6 prochains mois. Non, l'économie on plongeait, Yannick, que ça replonge. Voilà. C'est ce que j'appelle un contre-choc. L'une Voilà. des grandes explications, il y a la croissance de la consommation d'électricité se maintient et elle est même très forte. Et on a un déficit dans la production d'électricité, que ce soit en Chine, en Europe, aux États-Unis et en Afrique, où on a un retard immense, en Amérique latine aussi, où on a un retard. Donc, ne serait-ce que la production d'énergie électrique est un indicateur très important de la croissance et de la relance. Il y a un maintien de la relance. La d'inquiétude, c'est les États-Unis. Il faut le souligner. On ne sait pas comment ça va se passer aux États-Unis cette année. Et le stock américain reste toujours un paramètre de prix. Hein. Donc, il y a aussi le recours vers l'énergie nucléaire n'est pas si évident parce que on a avancé, si tu veux, dans la technologie de maintenance et de prolongation de vie du parc nucléaire actuel, mais les nouvelles générations n'ont pas donné les résultats sur le plan de l'exploitation. On a vu les EPR en Chine sont à l'arrêt ou ont de graves problèmes de maintenance. Donc l'EPR, sur qui il était donné beaucoup d'espoir, n'a pas répondu à ces espoirs, donc il y a un retard. Même ceux qui veulent relancer, parce que le nucléaire, qu'on le veuille ou non, sur le plan sécurité, c'est grave, mais sur le plan du réchauffement, il ne pollue pas, il n'y a pas de production de CO2. Mais la technologie n'a pas évolué, n'a pas donné les résultats escomptés. Donc il n'y a pas de solution assez rapide de substitution par l'énergie électrique. Très bien. Alors, à la fin d'un été aussi morbide et aussi cataclysmique, aussi chaotique, on a reçu le gouvernement, le plan de relance du gouvernement. Le plan d'action. Et on a noté
que, c'est Ali qui le pointait de tout à l'heure, en fait, qu'il n'y a pas d'approche, c'est-à-dire qu'on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé cet été avec les incendies, et il n'y a pas une approche qui intègre. Il y a eu une conférence sur la biodiversité il y a 3 jours, il va y avoir une conférence sur le climat, donc annuelle, la COP, la COP 26 à la fin de l'année, et on n'a pas les éléments d'une pensée écologique, d'une pensée de développement durable, alors qu'on est interpellé avec ce cataclysme des incendies sur cette question-là. On a l'impression que c'est un angle complètement mort dans la réflexion du système de gouvernement algérien. Oui, moi j'ai l'impression, en fait, c'est dilué un peu dans le texte, c'est pas absent, d'accord, on va pas. Mais en termes d'ampleur et de facteurs de risque, quand on voit qu'aujourd'hui on est dans la zone méditerranéenne, elle est à la fois touchée par un problème de sécheresse, donc qui est lié, c'est la conséquence bien sûr, c'est les incendies. On met de côté tous les aspects complotistes, sabotage, qui peuvent ou ne pas. Ça, c'est un autre sujet. Hein. Donc, on reste sur l'aspect vraiment phénomène naturel et tout ça. Il y a une accentuation des risques induits par le changement climatique. Il y a la désertification qui nous met une pression énorme et une réduction des ressources en eau. Je pense que ça aurait dû, vu que c'est des problèmes de fond qui mettent en cause la sécurité du citoyen et la pérennité même du pays. C'est-à-dire qu'il y a un problème de risque national ici. De risque majeur national. Ça aurait dû être l'articulation centrale du plan du gouvernement. Pour les 3 ans, 4 ans qu'il y a, c'est le sujet principal. Parce qu'ensuite, la relance, elle peut être minée par des problèmes climatiques. Et donc, on ne peut pas dire on va faire la relance, on va faire des mesures, si tu n'as pas l'articulation de réponse dans une logique de développement durable. Or, on voit bien que quand on lit le document, c'est un sujet qui n'est pas un élément central, ce n'est pas un fil conducteur, et c'est très dilué. C'est des mesures qui viennent incidemment, comme ça, sur le côté, par la bande. À côté de la relance de l'industrie cinématographique. Au même titre, comme ça, c'est des petits tirés comme ça. Voilà, alors que ça devrait être le fil conducteur de l'action gouvernementale, c'est, j'allais dire entre guillemets, le sauvetage climatique de l'Algérie, et vraiment de s'inscrire radicalement dans le développement durable. Et je dirais encore un dernier point. Pourquoi on n'en a pas conscience? C'est encore une fois, je dirais, un problème idéologique. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser que la décision administrative peut régler tous les problèmes. Donc c'est une perception, c'est un rapport au réel qui est posé ici. C'est culturel peut-être, je ne sais pas. Et ça veut dire une seule chose, la prise de conscience à haut niveau, mais on n'a pas encore la prise de conscience des enjeux de développement durable. Et ce qu'on oublie par contre, et je vais passer la parole à Reda, ce qu'on oublie là, c'est que c'est un facteur de relance économique. Je m'excuse du terme terre à terre. Le développement durable, c'est un business. L'économie verte, c'est un business. Donc ça veut dire que c'est l'élément de la relance. Deuxième élément, c'est l'élément d'attractivité des IDE. Donc on parlait de relancer l'attractivité pays, etc. Mais aujourd'hui, les gens ils vous disent, écoutez, les critères, ce qu'on appelle les critères ESG dans l'investissement. Hein, vous allez à la SFI, Banque mondiale, le Club de Paris, ou qui vous voulez, ils vont vous dire, écoutez, Athéna, votre politique de développement durable, on va voir si on investit chez vous ou pas. Donc on a omis complètement, peut-être je ne dirais pas l'élément, mais un des éléments principaux d'attractivité du pays. Est-ce qu'on est inscrit dans une logique de développement durable ou pas? Donc c'est un gros raté de ce plan. Premier jugement, je dirais. J'espère qu'avec le débat parlementaire, ça va être corrigé. Je pense que là aussi, je suis d'accord avec toi. Donc on n'a pas insisté sur cet élément, développement durable, l'insérer dans le cours mondial, parce que l'attractivité du pays, comme vient de dire Ali, dépend aussi, parce qu'il y a des lobbies assez puissants sur le plan de l'environnement. Et la réponse, donc, quand je vois ce plan d'action, ils disent, bon, nous allons passer de 10 milliards de mètres cubes d'eau de stockage, de capacité de stockage à 12 milliards, et on va poursuivre le raccordement, l'interconnexion des barrages. Et c'est très insuffisant. L'Algérie vit de façon, si vous voulez, systémique, c'est de façon permanente le stress hydrique. Nous avons la chance immense de disposer d'une nappe albienne de 70 000 milliards de mètres cubes d'eau. Imaginez que si elle ne se renouvelle pas du tout,
Si nous prenons 10 milliards de mètres cubes d'eau de cette nappe et qu'on la donne à l'économie, on la donne aux citoyens, à l'agriculture, au tourisme, aux loisirs, ça nous fait 7 siècles d'exploitation de cette nappe. Or, aujourd'hui, il s'avère que cette nappe est renouvelable. Donc, pourquoi rester timide, dire je passe de 10 milliards de mètres cubes à 12 en termes de stockage, mais pas en termes de consommation et de mise à... Moi, je dirais carrément, dans ce plan d'action, d'ici 2-3 ans, je mets un plan d'action rapide, 2-3 ans, je pompe 10 milliards. Tout ce que je peux utiliser sur place, dans le désert, en termes d'irrigation des terres cultivables dans le désert, il y a des millions d'hectares, et je mets des transferts vers les hauts plateaux, vers les zones céréalières des hauts plateaux, et carrément, je règle le problème du stress hydrique et le problème de la sécurité alimentaire. Il n'y a pas cette vision dans ce plan d'action. Il n'y a pas. Aussi sur le plan de l'énergie, on est encore... On a un retour d'expérience de ce qu'a fait Kadhafi en Libye. Mais la Libye, c'était fait d'une manière, si tu veux, presque dogmatique, c'était presque politique. Ce n'était pas sur le plan. Non, c'est pas le. Nous, on a un développement cohérent. On a un développement qui existe. On a ces hauts plateaux qui sont cultivés. On a le désert qui commence à être mis en valeur, d'El Oued jusqu'à Béchar, jusqu'à la plaine d'Abadla. On a ce potentiel d'exploitation des terres. Et des projets comme ça, est-ce qu'ils sont bancables comme des projets de développement durable? Non. Mais c'est bancable en dinars. Mais non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est des forages, c'est des transferts. C'est des pompages, c'est de l'électricité avec des stations de pompage qui transfèrent. Je sens qu'Ali va nous dire que c'est de la vieille économie. Ça. Non, c'est pas tout à fait. Non, tu m'as coupé dans mon développement. Il n'y a pas que ça aussi sur le plan de développement durable. L'électricité renouvelable. Nous, il ne faut pas courir 36 lièvres à la fois. On a le soleil, on a le plus fort taux d'ensoleillement, on n'a pas de problème d'espace pour placer les grandes centrales photovoltaïques, parce qu'aujourd'hui, c'est l'électrophotovoltaïque qui prend le dessus en termes de coût de revient, en termes de fiabilité. Il n'y a que le problème des batteries, si vous voulez, des fermes de ce qu'on appelle les fermes de stockage. Mais il est résolu par les Chinois et les Indiens. Et il est en train d'être résolu en Arabie Saoudite. Même le Japon est en train d'investir en Arabie Saoudite dans les centrales photovoltaïques pour produire quoi? Pas pour produire seulement. Prendre cette électricité, produire de l'ammoniac, l'emmener au Japon et transformer l'ammoniac en hydrogène. Il y a tout un programme d'investissement. Et ça rentre, comme vient de le dire Ali, dans cette nouvelle approche du développement, si vous voulez, durable. Nous, dans ce plan d'action, on se contente de dire que je vais lancer l'appel d'offres, l'appel d'offres, la commission des marchés, l'Arabie Saoudite décide en 24 heures, il décide de 5000 mégawatts. On va en parler dans un moment. On va en parler, c'est prévu. Est-ce que je dis, la Chine, il lance 5000 à 7000 par an, l'Inde, c'est de 2000 à 5000 par an, وحنايا صارت لي الاندلس راكدين واش انا نستنى قال لك je prends 1000 mégawatts, je les saucissonne en 4 stations, 4 centres de 200, je lance un appel d'offres, c'est le cahier des charges, la commission des marchés. Reda, c'est le sujet suivant. C'est le sujet, non, c'est le sujet de ce plan d'action où on parle de développement durable. L'eau, on ne le prend pas en compte, l'énergie, on ne le prend pas en compte, et après, on se dit, tiens, où est la responsabilité de ce gouvernement? Où est-elle? Je vais vous poser la question, je vais enchaîner sur la... C'est terrible. Alors, la compétence première de Ayman Ben Abdelrahman, ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, ancien censeur à la Banque d'Algérie pendant de longues années, ministre des Finances, puis ministre de l'Économie, sa principale compétence, c'est le secteur bancaire et financier, et c'est peut-être pas un hasard, c'est ce qu'il met en premier dans son plan de relance, modernisation sur les axes, modernisation du système bancaire et financier, réforme du secteur public marchand et consolidation de la gouvernance des entreprises publiques. Tout ça se passe dans le public, hein. On est bien conscient. Voilà, on est dans le public, parce que même quand on parle du secteur financier et des banques publiques, est-ce que vous pensez que modernisation du système bancaire et financier en Algérie, ça peut passer par la reprise du programme interrompu et jamais réellement engagé de privatisation de banques publiques? C'est un élément du programme, ça ne peut pas être le programme.
la question de la modernisation du système financier et bancaire, parce qu'il y a deux sous-éléments ici. Moderniser le système financier qui est une chose, moderniser le système bancaire qui est autre chose. Donc si on doit parler, c'est complémentaire, c'est lié, c'est synergique, mais ce sont deux sujets. Ce n'est pas un seul sujet. La modernisation des banques, ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit depuis tout le temps, ne peut se faire dans le contexte algérien que par la libéralisation du secteur en ayant plus de banques. Parce que c'est la concurrence. C'est un peu dogmatique, peut-être que c'est un peu le vieux dogme libéral qui ressort, mais j'allais dire, comme on dit, c'est en ayant plus de banques qu'on pousse les gens à s'améliorer. Aujourd'hui, on a un secteur cartélisé où on a un gros bloc de banques publiques et un bloc de banques de capitaux étrangers qui ont les mêmes pratiques. C'est-à-dire que les uns font de l'écrémage de marché, d'autres font de la réponse aux instructions et injonctions des pouvoirs publics. Donc, il faut casser ces deux cartels. Pour casser cette cartélisation du marché, il faut qu'il y ait plus de banques. Petit exemple, le Nigeria. Le Nigeria, quand ils ont commencé à faire leurs réformes, ils sont montés jusqu'à 32 banques commerciales. Ah ben, il y a eu de la consolidation sectorielle. 32 banques, c'est le nombre de dossiers qui sont en souffrance devant la commission bancaire. Par hasard, ce chiffre-là, qui attendent leur agrément. Je l'ai donné par hasard, il s'avère que c'est le chiffre au Nigeria où ils ont atteint un niveau de 32 banques avant qu'il y ait des consolidations, et c'est normal, sectorielles, les uns se rachètent les uns les autres, etc. Mais il faut passer par cette phase de libéralisation du secteur pour que les nouveaux entrants apportent les meilleures pratiques. Ça, c'est la partie qui est liée à la... maintenant, la réforme du secteur financier, qui est liée à la réforme du secteur fiscal. Ça va ensemble. C'est la numérisation, et c'est écrit dans le programme, là-dessus, on peut être d'accord. Donc, quand on quitte cette logique, de mon point de vue, si on sort de cette logique, le reste, c'est des demi-mesures. On va ouvrir un capital par-ci, on va faire de l'assainissement, on va changer quelques personnes dans les conseils d'administration. On a déjà essayé ça. C'est des petites mesurettes, ça. C'est bien dans un programme, c'est vrai qu'il faut le dire, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas, mais ce n'est pas la mesure phare. Ce programme, il manque de mesures phares. C'est la longue liste. À chaque fois, c'est la longue liste de propositions. Il y a un problème d'articulation autour de... On parlait de la partie développement durable qui devrait être le fil conducteur du programme. Là, sur cette partie-là, il manque la mesure phare. La mesure phare, il faut ouvrir le secteur. Ensuite, à l'intérieur de cette logique d'ouverture, effectivement, on peut ouvrir du capital, on peut faire de l'introduction en bourse, on peut privatiser une banque. Quand je dis privatiser, dire se retrouver avec un capital privé supérieur au capital de la participation étatique. Mais pour moi, ce sont des mesures accessoires par rapport à la mesure principale qui est qu'il nous faudrait 25, 26, je ne sais pas combien, banques pour que les gens se mettent en concurrence. La modernisation du secteur financier, bancaire et financier. Non, je partage totalement l'analyse d'Ali. Parce que le problème, c'est qu'on a... dire que la privatisation... Il y a autant de banques privées, étrangères et nationales, que peut-être plus que des banques publiques. Pourtant, ces banques privées n'ont rien développé, si tu veux, comme outil moderne de financier. Elles n'ont rien. Elles ont fait, les banques privées étrangères ont écrémé la partie importation, elles ont leur réseau à l'extérieur, et elles ont fait le maximum de bénéfices. Les banques publiques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles font aussi la même chose, c'est un cartel. Les taux d'intérêt pour les prêts, soit pour l'exploitation ou pour sont surdimensionnés. C'est vraiment de... Tu as bien vu dans le cas de ton entreprise, c'est du 9-12% alors qu'ils achètent de l'argent à 3%. Donc il n'y a pas de concurrence, il y a un cartel, elles s'entendent. Et les banques privées étrangères installées font la même chose. Tout le monde est crème. Donc il y a un genre, les lois de la concurrence ne portent pas. Parce qu'il n'y a pas assez de banques, mais aussi parce que l'État ne régule pas. La récolte de l'épargne, elle est mal faite parce que la rémunération de l'épargne est inférieure au taux d'inflation. Résultat, qui va placer son argent en banque? C'est anormal. Alors que ces banques, si elles voulaient réellement récupérer de l'argent, si elles voulaient ramasser, c'est systématique, elles augmentent leur taux d'intérêt, elles rémunèrent mieux les dépôts. C'est ça. Elles ne le font pas. Donc, elles gagnent assez d'argent, qu'elles soient les banques publiques ou banques privées. Donc, quand on me parle de réforme, je souris un peu. Parce que c'est pas une question de compétences dans les banques. Les compétences existent. Mais
C'est des monopoles qui se sont installés, c'est des cartels qui décident des taux d'intérêt, c'est des cartels qui décident des activités qu'elles développent. Supposons qu'elle développe, par exemple, un métier qui existe, le capital risque. Supposons qu'elle développe aussi un métier qui existe partout dans le monde, le crédit immobilier. Elles ne font pas, elles n'ont pas besoin, elles gagnent trop d'argent par ailleurs et facilement sans faire d'efforts. C'est pour ça que quand je vois les réformes bancaires par le gouvernement, on dirait qu'il est dans une autre planète, ce gouvernement. Il faudrait développer, laisser libérer le nombre de banques pour améliorer installer une véritable concurrence entre banques. Et d'autre part, cette concurrence entre banques et tout va amener irrémédiablement des restructurations, des concentrations, des spécialisations dans les banques. Mais il faut augmenter, qui m'a calé, et le nombre de banques. Et ça, c'est même pas du ressort du gouvernement, c'est du ressort de la commission bancaire. Mais c'est le gouvernement qui décide de la commission bancaire. Tu crois que la commission bancaire... Dans la loi de la monnaie du crédit, en principe. Mais tu es naïf ou là tu fais le naïf? La commission bancaire, le CNI, tous ces organes de blocage et de frein, c'est le gouvernement. Le CNI, tu m'offres une transition pour le point suivant du programme du gouvernement, l'amélioration du climat des affaires, il y en a drôlement besoin, et l'amélioration de l'attractivité, notamment, mesure citée au passage, la réforme du guichet unique en élargissant ses prérogatives pour lui permettre de jouer un véritable rôle en offrant des services aux investisseurs. Alors moi, j'ai envie, on ne va pas dérouler l'ambition, la stratégie, mais j'ai envie de citer 3 dossiers sur lesquels on va pouvoir évaluer si ce gouvernement-là peut débloquer l'investissement. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, on a cité plusieurs fois Farhat El Ali qui avait juré, promis de faire de la libération des investissements sa première tâche en arrivant au ministère de l'Industrie. Il ne l'a pas fait. Peut-être qu'un jour, il viendra nous le dire pourquoi. Et depuis, ça ne s'est pas plus fait. Alors, 3 dossiers. Il a détruit de l'emploi. 3 dossiers. Tu seras peut-être en face de lui un jour et on en parlera. 3 dossiers qui n'ont pas bougé. Il y a plein d'investissements qui sont bloqués au CNI depuis longtemps. Moi, je veux en prendre un d'emblématique. Les investissements du premier investisseur en Algérie, dans le privé, qui est le groupe Cévital. On avait le sentiment qu'avec le départ de Bouteflika, la disparition d'Ahmed Gaïd Salah, qui avait un maille à partir avec Erbarab, et la proximité de Erbarab avec Tebboune, via peut-être, notamment Farhat El Ali a été conseiller du groupe Cévital, on s'était dit que ces investissements allaient être débloqués. 2 ans après, ils ne le sont toujours pas. Alors, ça, c'est un premier critère. Non, je cite ce premier critère parce que c'est un critère emblématique. Évidemment, derrière lui, il y en a plein. La trituration, l'importation d'automobiles. Donc, c'est le deuxième dossier sur lequel on va pouvoir évaluer le gouvernement. Est-ce qu'il peut finalement donner une liste d'importateurs, de concessionnaires importateurs? Ça ne s'est toujours pas fait. On en a parlé le 14 juillet dernier. Troisième dossier, évidemment, c'était celui de l'appel d'offres et de savoir qui allait bénéficier des investissements dans la transition énergétique, notamment dans la production d'électricité solaire. 3 dossiers qui sont depuis 2 ans sur la table et qui ne sont toujours pas débloqués. Ma question, c'est, parce qu'il faut essayer de prendre du recul et de donner une dimension un peu macroéconomique, est-ce qu'un consensus de business n'a pas réussi à se mettre en place? Je vais être direct. L'époque Bouteflika, il est arrivé au bout de 2 ans, Cheikh Ibrahim a commencé à faire son business dans son secteur, et ses amis dans d'autres secteurs d'activité ont commencé à le faire, en accord avec les militaires, etc. Et les réseaux, les oligarques, Haddad, qui est monté en puissance à ce moment-là, etc., les oligarques ont commencé à se mettre en place. Le même processus, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il ne veut pas, il n'arrive pas à se mettre en place. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un consensus politique? Est-ce qu'il parce qu'il n'y a pas un homme fort? On n'arrive même pas à libérer les investissements du groupe Cévital. Alors qu'on a besoin d'emplois. On parle de relancer l'investissement dans l'industrie, en Menabil Mellah, en prison. Là aussi, on a l'impression qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Alors la question, c'est est-ce que ce consensus, finalement, va tarder à se faire et donc il ne se passera rien du tout? Ayman Ben Abdelrahman, il peut dire ce qu'il veut. Si les généraux et Tebboune ne sont pas d'accord sur qui va bénéficier du partenariat avec Volkswagen, qui va être le nouveau Morad Almi en Algérie, il ne se passera rien du tout. Oui.
Tu as bien résumé, je crois que tu as répondu à ta propre question. C'est que le consensus d'affaires, ce qu'on appelle le New Deal, en fait, c'est une forme de New Deal, parce qu'il faut qu'il y ait un consensus sur les réformes à mener et une forme de pacte économique et social. C'est-à-dire que quel est le deal entre le patronat privé, les cadres de l'administration et du secteur public et l'État en tant que dans sa forme, c'est-à-dire souveraine. Il faut qu'il y ait un deal. Pour le moment, ce deal n'est pas construit. On a perdu énormément de temps sous le gouvernement Jarrad parce qu'il y avait plusieurs options qui se contredisaient, comme on dit, qui fait que les textes ne sont pas sortis. Est-ce que, exemple là, typique, hein, et c'est profond parce que ça revient encore une fois à des questions idéologiques, à la perception du rôle de l'État. Est-ce qu'on fait un code ou l'équivalent d'un code d'investissement de type libéral, donc just do it, comme on dit, laisser les gens faire avec un minimum de contrôle, des contrôles a posteriori, et libérer, et surtout, je répète, enlever la décision au wali. Je répète, je souligne, je mets en gras, et c'est un sujet à l'ordre du jour, j'arrive. Tu es en dessous de l'habitude, tu dis enlever les wali, carrément. Non, je parle que de cette partie-là. Si tu reviens au cadre de gouvernance de l'État, je suis pour la suppression de ce poste, évidemment. Non, je parle que de vraiment cette partie-là, de l'attribution des terrains, de l'aménagement des zones et tout ça. Il faut une agence spécialisée de type technique et d'achérie. Des décisions n'ont pas été prises. Parce que je pense qu'il y avait aussi un contrepoids qui disait non, on continue, etc., etc., pour verticaliser les allégeances politiques. Et peut-être qu'on a vendu ça au président de la République, je n'en sais rien. Donc, ces décisions ne sont pas prises. Ce que je disais il y a une semaine à des investisseurs, je te disais, on va voir les prochains jours, parce que programme, passage en l'APN, est-ce qu'on va avoir des textes qui sortent tout de suite, c'est-à-dire qu'ils sont dans le tiroir, il faut juste les sortir, ou bien est-ce qu'on va avoir ce que j'appelle moi des passés outre politiques, au niveau du Conseil des ministres ou la nouvelle hiérarchie qui se construit au Conseil de défense, de sécurité. Débloqués. Comme ils ont pris la décision de dire, se sont permis de dire, arrêtez de poursuivre les cadres de collectivités locales jusqu'à ce qu'on vous dise oui ou non. Ils ont bien pris cette décision. Eh bien, qu'ils prennent la décision de libérer Nabil, qu'ils prennent la décision d'attribuer les terrains, qu'ils prennent la décision de retirer les terrains aux gens qui n'ont pas droit, enfin des indus, attributaires, parce que c'est un facteur de blocage aussi. Donc, soit ça va se faire d'une manière réglementaire et légale, et rapidement après l'adoption du programme, soit il y aura peut-être, je dis peut-être, des passés outres. Mais le statu quo, je dirais, qu'on traîne depuis le départ de Bouteflika, et même avant, donc depuis le début de la crise, est intenable et il montre bien que ce consensus n'existe pas. Ne s'est toujours pas construit. C'est tout dit. Mais ça avait répondu déjà. C'est tout dit, il avait conclu aussi. Ouais. Donc, le problème ne devient même plus économique, il devient politique aujourd'hui. Qui doit décider, qui doit trancher? Est-ce que les équilibres entre les décideurs, s'il y a des décideurs ou des cabinets noirs, est-ce que ces équilibres se sont reconstitués? On sait qui fait quoi, qui a tel secteur, tel autre secteur. On parle comme ça, malheureusement. On ne parle pas d'une structure, d'un État moderne, d'un État efficient qui fonctionne dans tous les domaines. Donc on est encore dans cet espace de type d'État spécifique. Au pays en voie de développement, ce n'est pas spécifique à l'Algérie. Hein. Il ne faut pas croire qu'on est une exception sur Terre. C'est ça le sous-développement, c'est ça le retard par rapport aux puissances, aux grandes puissances économiques. Et donc là, j'ai vu un petit espoir dans tout cet espace. Hein. Le wali de Annaba, qui a réuni les entrepreneurs, qui a réuni l'administration, ils ont fait le recensement de tous les projets qui étaient bloqués pour une raison ou pour une autre, et qui ont décidé de prendre des mesures pour débloquer. Donc, un espoir. Donc, si tous les walis font ça, c'est déjà un travail qui ne dépend pas, si tu veux, du plan d'action du gouvernement ou du plan d'action ou des directives d'X ou d'Y. C'est déjà le fonctionnement normal de l'économie locale. Parce qu'il y a à Boumerdes, je crois qu'il y a des dizaines de projets arrêtés, à Tizi Ouzou, dans toutes les wilayas. Donc on a cet exemple de la wilaya de Annaba qui n'a pas été bien diffusé dans la presse, mais moi je l'ai suivi, c'est quelque chose qui est correct. Oui. Si ça se démultiplie... Non mais c'est censé. Juste, je t'interromps pour ouvrir une parenthèse, Reda, c'est important.
On revient à la réunion qu'avait organisée le président de la République avec les organisations patronales le 6 janvier passé. Oui, Donc oui. ça va faire un an. Ah, non. Dans lequel il avait justement instruit les walis de réunir les gens. C'est ça. Certains walis l'ont fait, d'autres l'ont. Mais il faut bien savoir dans quel périmètre de prérogatives. C'est pour les dossiers concessionnés, attribués. Non, quels que soient les trucs. Pour débloquer moi, des situations. moi, je parle, il y a Et- des dossiers d'investissement dans tous les secteurs agricoles, touristes, loisirs, industrie, transport, agriculture. Donc Oui, dans oui, tous oui, ces mais secteurs, ce que je voulais dire, il y a des quand on dossiers va qui sont commencer, c'est déjà un début, Oui, c'est un début. on enlève les Ouais. blocages. Maintenant, dans ce plan d'action du gouvernement, on parle de nouveaux textes encore pour l'investissement, on parle de ce guichet unique qu'on va encore renforcer, il y a encore on parle c'est toujours des fonctionnaires qui s'expriment à travers ce plan d'action. Et en plus, un fonctionnaire, il fonctionne toujours, il ne se mouille jamais en termes d'évaluation financière, des évaluations budgétaires. On ne voit aucun chiffre dans ce plan d'action. Ça veut dire, on va lancer, on va décider, on va ceci. Qui va payer? Qui va financer? D'où allons-nous trouver les ressources? Je suis certain, moi je ne suis pas pessimiste. Les ressources existent, on a les compétences, les capacités. Mais ces fonctionnaires ne se mouillent pas. On n'a rien sorti dans ce plan d'action en termes... Parce qu'un entrepreneur, quand il décide, il va au combat, il sait combien il va mettre d'argent, combien il va mettre de temps, quelle technologie, avec qui il va négocier. Il ne va pas lui parler d'appel d'offres ou de ceci ou de commission des marchés. Il va évaluer. Là, on est encore dans un espace totalement bureaucratique. Ce plan d'action, je maintiens ce que je dis, on reste, malgré que tout ce qui se dit à l'intérieur de ce plan d'action, on libère, on va faciliter tout, mais c'est un carcan d'un espace bureaucratique. Je voudrais quand même dire quelque chose en faveur du plan d'action, parce que nous on fait une approche SWOT, hein, donc il y a des points forts, des points faibles, des risques et des Bien opportunités. sûr, il faut toujours faire le soir. Voilà. Ce programme, ou ce plan d'action a un avantage. Donc, c'est qu'il reprend, je dirais, peut-être à 90%, l'ensemble des propositions qui sont faites depuis à peu près 2011. Il n'y a rien de foncièrement nouveau. Mais ce qu'il y a de bien... Et qui était présenté par Abdelaziz Djerad avant son départ. Gérard, Il avait avant, affiché, il a publié. il y avait le Pour dire que j'ai travaillé. Et il y avait le NMCE sur Cellel, il y avait les propositions de Nebni, il y avait les propositions de Kerr, il y avait la concertation Cellel de l'organisation patronale de 2013. Août 2013 aussi, il y avait eu un grand raout, comme on dit, une grande, comme ça, un grand ressemblement de dialogue et tout ça. La tripartite de 2014, je pense. Donc il y a eu beaucoup de propositions et je crois que ce qu'il y a de bien, c'est un petit pas en avant qui est fait à titre de programme du gouvernement. C'est qu'on a toutes les propositions qui sont dans un seul document. Il y a un cap donc, de propositions, mais effectivement, les risques sur ce programme-là, sur ce plan d'action, sont énormes sur deux éléments dont on a parlé. D'abord, la prédominance de vision administrative, bureaucratique, et le deuxième élément, ça reste l'absence d'articulation autour de grandes priorités nationales. Donc on a parlé du solaire, on a parlé de l'eau, on a parlé des problèmes de développement durable. Le grand absent, je permets juste un mot, parce que je sais que c'est la fin de l'émission, le grand absent de ce programme-là, c'est le barrage vert. Le barrage vert qui devrait être peut-être la deuxième ou la troisième grande priorité nationale, parce que c'est le salut du pays. Il est environnemental, il est social et il est économique. C'est un levier de développement incroyable. Et c'est le seul moyen pour sauver de façon... et sauf si, bien sûr, on a une inversion climatique. Mais là, c'est la même chose, c'est une petite tirée quelque part. Bien sûr. Ça, c'est Barrage dommage. vert. Alors, Si on fait un barrage vert avec du rustique, Là, je vais pas avec pouvoir- avec des arbres économiques comme l'olivier, le pistachier, C'est ce que je dis. l'amandier. Ouais. Mais si c'est pour mettre Bien encore sûr. du pain d'Alep, Non, non, non. arrêtons. On est bien d'accord. Ah non, il faut arrêter. On est bien d'accord. Un Il y a grand eu- barrage on va vert finir- à caractère économique et On social. va finir, c'était pas la fin, on va finir l'émission avec une autre activité qui s'est développée durant la crise de cet été. C'est la décision algérienne de faire basculer sur le Medgaz les exportations de GN, le gaz naturel, vers l'Espagne pour l'avenir.
Alors je rappelle un peu pour nos amis auditeurs le tableau. Le canal historique d'exportation en dehors du GNL par canalisation vers l'Espagne, c'était le GME, qui a été lancé au milieu des années 90. Capacité 13 milliards de mètres cubes par an. Et est venu s'ajouter le Medgaz, qui est un autre gazoduc sous-marin, qui passe lui directement de Beni Suef à Almeria et qui a des capacités de 8 milliards de mètres cubes par an qui vont monter à 10 milliards Extensible. parce qu'un certain Ultraldo a décidé de faire des investissements. Il n'a pas fait que de mauvaises choses. On ne sait d'ailleurs même pas s'il a fait de mauvaises choses. Ça, c'est la justice qui le décidera. Oui, c'est décision de... Il y a un point, on n'a pas le temps d'en parler, la décision de gestion, la dépénalisation de la décision de gestion. À ce que je sache, l'achat d'Augusta, c'est signé par le Premier ministre, c'est signé par le ministre de l'économie, c'est le feu vert de Bouteflika. Il y a un conseil d'administration. Donc c'est une décision de gestion. Après, il faudra vérifier s'il a touché des pots de vin sur cette transaction avec Montbré. Ça, c'est comme ça. Il ne peut être poursuivi que pour ça. Pas pour la décision. L'opportunité de la décision est partagée par tous les responsables. Qu'on s'entende bien sur ça. Je reviens à Beni Suef, Almeria. Donc les Algériens, semble-t-il, s'acheminent vers l'arrêt du passage du gaz vers l'Espagne par le Maroc pour ne le faire passer que par les 10 milliards de capacité qui existent sur le Medgaz entre Beni Suef et Almeria. Ça renseigne déjà sur une chose. Je suis désolé, je prends un peu plus de paroles. Je ne suis pas encore rodé, c'est la reprise. Donc, je parle plus longtemps que d'habitude. Ça renseigne quand même sur la baisse des exportations algériennes vers le marché espagnol. Spectaculaire, parce qu'entre 13 et 10, 23 milliards de capacité, on va passer à 10, tout simplement, d'exportation par an par le gazoduc principal. Ma question, c'est est-ce qu'il faut continuer, parce que le Maroc a acheté sur ce gaz qui passe sur son territoire, est-ce qu'il faut continuer de vendre du gaz au Maroc? Le Maroc a exprimé officiellement son vœu de renouveler le contrat qui arrive à échéance le 31 octobre prochain, entre 500 et 800 millions de mètres cubes par an, parfois plus. Est-ce que vous pensez qu'il faut, à ce moment-là, ne vendre qu'au Maroc, puisque visiblement, le gaz ne va pas aller jusqu'en Espagne? Je pense... comme dirait le monsieur Lapalisse, on ne choisit pas ses voisins. Donc on a un voisin qui est là, qui se comporte historiquement de façon cyclique ou sinusoïdale, c'est des hauts et des bas. Et moi je considère aussi, comme disent les politiques sages, il ne faut jamais insulter l'avenir. Donc on a un voisin, on ne l'a pas choisi, il est là. Ce voisin, qu'on le veuille ou non, c'est un marché de 5 à 7 milliards dans les 15 années à venir de gaz naturel. Il va bien les acheter quelque part. Parce qu'il n'y a pas de substitution automatique et systématique à la production d'électricité et encore moins à la gazochimie, à la chimie des engrais. Il a besoin de gaz naturel. Donc nous, c'est un marché de 5 à 7 milliards et quand on est commerçant, on ne lâche pas ces marchés. Et d'autant plus que nous, qu'on le veuille ou non, on a 70 000 milliards de réserves exploitables de gaz non conventionnel qu'on va être irrémédiablement amené à exploiter dans les années à venir. Donc il faut se préparer et tout. Et là, c'est un problème politique et de communication du gouvernement pour montrer et la nécessité et les mesures de sécurité possibles. Puisque l'Amérique, aujourd'hui, produit du gaz et l'amène jusque chez nos concurrents. Le Portugal, aujourd'hui, achète la moitié de son gaz par GNL américain. C'est du gaz de schiste. Et donc, qui coûte, il est concurrentiel avec le gaz qu'on envoie, nous, par canalisation. Donc, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être bête, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Ce gaz de schiste qu'on a, Dieu nous l'a donné. On va être amené à l'exploiter pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est 10 fois. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir une stratégie à moyen et long terme bien précise en termes de gaz. Il ne faut pas croire que c'est fini avec les changements d'énergie, les ceci, les cela. Le gaz naturel, on en a encore pour plus d'un siècle, technologiquement parlant. Hein. On en a encore pour plus d'un siècle. Donc, et nous, on en dispose. Il faut qu'on ait une bonne stratégie à moyen et long terme sur ce gaz et une stratégie des marchés que nous avons. Il faut continuer, il faut y aller. Il faut continuer de vendre au Maroc.
Je dis... Non, ma question c'était ça. Non, Hein. la Quand question- j'ai dit il faut continuer, non, ce c'est pas que est-ce qu'on j'ai exploite. dit, j'ai dit- mais C'est j'ai pas est-ce qu'on répondu exploite à le ta gaz de schiste question. ou pas. C'est est-ce que. J'ai répondu à Oui. ta question. D'accord. J'ai dit que ces trucs sont cycliques, même si j'interromps pendant 1 ou 2 ou C'est 3 ça. années Petite politiquement. bagarre, petite bisbille. Mais j'ai un marché Non. de 5 à 7 milliards. Tu m'excuses, c'est ça la politique. Si on interrompt, ça y est. Non, c'est pas ça y est, c'est pas ça y est, un robinet est ouvert ou fermé. bien sûr. Tu l'ouvres ou tu fermes comme tu veux, c'est techniquement possible, tu comprends? Résultat, donc il y a une conjoncture politique. S'il faut que je serre la vis pour que politiquement je ramène certains équilibres en place. Mais économiquement, j'ai un marché à mes côtés qui va atteindre 7 milliards de mètres cubes. Je ne vais pas cracher dessus en tant que marchand. Un commerçant ne lâche pas son client. Hussein, oui, je suis entièrement d'accord. La question, elle est très simple. Aujourd'hui, on est en rupture de relation avec le Maroc. Le grand débat, c'est comment on va les reprendre. Puisqu'on va inévitablement les reprendre. C'est notre voisin, c'est notre frère, nous sommes un seul peuple. Il ne faut pas qu'on nous fasse... on ne va pas faire un nouveau mur de Berlin pour l'enlever dans 40 ans. Donc, la question, c'est construire et préserver l'avenir et construire les futures pistes pour résoudre ce problème de relations bilatérales. Donc, même si on ferme la vanne pendant 1 ou 2 ans parce qu'on est en conflit, et 2 frères se disputent toujours dans une famille, ça arrive toujours. Mais après, c'est dans quelles conditions on va reprendre. Ensuite, la question de notre débouché, dans ce cas-là qui est l'Europe. 2 tuyaux valent toujours mieux qu'un. Le Medgaz seul ne fera pas l'affaire. Il ne peut pas, techniquement, Medgaz tout seul ne répondra pas à la demande. Donc on va aller sur la compétition, sur le GNL pour compléter la demande européenne. Si on va sur la compétition en GNL, est-ce que nous sommes capables d'être compétitifs en GNL face aux multiples concurrents qui sont en train de se mettre en place? Il y a 4 immenses gazoducs qui arrivent en Europe. Voilà, et il y a l'Est, le Méditerranée orientale, il y a un champ géant. Il y a les Qataris qui vont renforcer leur capacité d'intervention. La guerre en Syrie, c'est quoi? C'est le gazoduc bien sûr. Iran, Donc, Irak, Syrie, l'atout qu'on vers a la déjà. Grèce. L'atout qu'on a déjà, c'est qu'on a 2 tuyaux. 3. Oui, bon, Pas de je l'Ouest. parle pas Pas de l'Ouest. Je parlerai de la partie sortante sur l'Ouest. Ouest. Mais on en a 3. C'est des atouts. Donc, il a des acquis. Donc, il ne va pas lâcher ses acquis pour des... Donc, voilà. Donc, d'un point de vue économique, de l'approche économique, je pense que, encore une fois, même si pour des raisons politiques, on va fermer la vanne quelque temps, mais il faut réfléchir à sa réouverture. Et c'est dans notre intérêt, à nous. Les Marocains, ils vont ramener du GNL, eux aussi, des États-Unis. Ils ne vont pas en mourir, notre fermeture. On ferme les vannes. Ils vont ramener du GNL américain. Ils vont racheter notre gaz à nous de l'Espagne, s'il le faut. Hein, d'accord. Donc, on ne va pas tuer les Marocains en fermant la vanne. Donc, ça ne va pas être... Donc, réfléchissons d'une manière plus positive, je pense. D'un point de vue économique, purement économique, il vaut mieux garder 2 tuyaux qu'un. Ça, c'est élémentaire, Mais je dirais. vous excluez la possibilité de ne pas interrompre au 31. C'est-à-dire vous considérez que ça va passer quand même par une interruption de Il y aura une interruption. Je crois que Il y c'est aura acté. l'interruption. Non, ça c'est acté. Il y aura pas. On va rompre ce contrat-là. On va le rompre. Je crois que c'est acté. Ça va prendre un certain temps. Maintenant, il y a une forte médiation espagnole, il faut le dire, hein, parce que il y a des choses dont les journaux ne parlent pas. Les Espagnols, ça ne les intéresse pas hein, d'être que sur le Medgaz. Et donc, on verra après que ça va donner dans 1 an ou 2. C'est tout. Très bien, merci beaucoup. Merci Reda Amrani, merci Ali Harbi d'avoir animé avec moi ce premier numéro du Café des experts économiques. Nous nous retrouvons dans 2 mardis. D'ici là, prenez bien soin de vous et faites attention. Le Covid est toujours parmi nous et il est toujours aussi dangereux. Atakum Saha. Merci.